Rita Staub et ses copains. 3 hommes, 3 femmes, de 40 à 73 ans, mariés, des enfants, des vies bien rangées, même si les temps sont difficiles. Leur casier judiciaire, il est vide. Et pourtant, ils vont avoir une curieuse idée, tous les 6. Tuer un homme pour régler tous leurs problèmes. Ils en discutent au cours d'un bon repas. L'affaire semble dans le sac, à un détail près. La victime ne s'est pas laissée tuer comme ça. Et leur plan a pris l'eau. C'est un grand haras perdu dans les collines de Fréjus, sans doute l'un des plus beaux de la région. Ce 30 septembre 2003, le soleil tape dur sur la pinède. Les hennissements des chevaux troublent à peine la quiétude des lieux. Quand à 15h30, Rita Hugues, épouse Staub, la propriétaire du domaine, appelle la police avec un très fort accent suisse-allemand. Elle explique qu'un drame vient de se produire, son mari est mort. En rentrant chez une amie, elle l'a découvert inanimé dans la maison. Il baigne dans une mare de sang. Nous sommes informés de ce qu'il vient d'avoir un crime de rôdeur qui s'est déroulé dans un quartier Gargalon au niveau d'un haras. Adresse ou endroit que nous ne connaissions quasiment pas, qui était inconnu de nos services. Les policiers ont un peu de mal à trouver le haras. La bâtisse est très isolée. Il faut quitter la nationale, emprunter un chemin de terre. La propriété couvre un immense terrain où tout est conçu pour accueillir et entraîner des chevaux de course. Sur le seuil de la maison, Rita Staub, une femme d'une 50aine d'années, guette l'arrivée des policiers avec 2 de ses amis. Un homme et une femme qu'elle a appelés à son secours après avoir téléphoné à la police. On lui pose la question pour savoir ce qui s'est passé. Rita Staub explique que son mari est arrivé de Suisse le jour même, entre 13 et 14 heures. Il a fait la route en voiture. Elle avait pris le café avec lui, et puis elle s'était absentée pour aller chercher une tronçonneuse, un outil, chez une amie à elle qui demeure au Muy. À son retour, elle s'était aperçue que son mari était mort. Pour elle, c'était certainement des rôdeurs ou des cambrioleurs qui s'en étaient pris à son mari. Rita Staub fait entrer les policiers. Dès qu'on ouvrait la porte d'entrée, on tombait sur le corps. Martin Staub portait des traces de coups au niveau du crâne, sur la tête. Et il avait une marque aussi au niveau du cou. Notamment des traces de strangulation. Nous avons trouvé un câble par terre aussi qui baignait plus ou moins dans le sang, proche du cadavre. Nul besoin d'être grand clair, le ou les meurtriers se sont acharnés. Non seulement sur la tête de Martin Staub, mais aussi sur son corps. L'homme a été roué de coups, sans doute avec un objet contondant. Qui pouvait s'apparenter à une barre, soit une barre en fer, soit un manche, soit un manche de pioche, un manche d'outil quelconque. Pour nous, il était mort sous les coups. Ce qu'il est ressorti, ce qui était frappant dans cet assassinat, c'est la sauvagerie, la barbarie dans laquelle M. Staub a été assassiné. Ce dernier s'est défendu, je pense, bec et ongles pour ne pas subir ses coups. Il y avait eu un acte barbare qui s'était déroulé dans cette pièce. Partout, les traces d'une lutte acharnée. Martin Staub a vendu chèrement sa peau. Le poêle chaudière qui avait été déplacé de 30 cm du mur, une chaise renversée qui reposait sur les jambes du cadavre, des traces de sang éparses autour de ce cadavre, et notamment une boîte à sucre qui s'était renversée au sol, et le sucre, des morceaux de sucre étaient répandus de partout, qui baignaient dans le sang. La scène de crime est impressionnante, mais quelques détails font tiquer les policiers. Vous voyez que les choses avaient été trop bien faites pour rapport à une lutte. C'est ça qui était frappant. Des tiroirs ouverts mais non fouillés. Ce sucre par terre, non imbibé de sang. Comme si ça avait été fait après. Oui. Après le décès et après cette lutte. Oui. Les autres pièces n'ont pas été fouillées. Rien n'a été volé. Bizarre pour un cambriolage. Et le haras est vraiment loin de tout.
Vu les lieux, pour nous, la piste du rôdeur ou du cambrioleur, c'était difficile à avaler. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'il y avait un haras à cet emplacement-là. Et pour aller dans ce haras, il fallait avoir dans l'esprit d'y aller et de s'y rendre. Inévitablement, c'est des personnes qui connaissaient les lieux. En fin d'après-midi, le médecin légiste arrive au haras. Il prend la température du corps. À 18h30, elle s'élève à 31,6 degrés. Comme il faut compter à peu près 1 degré par heure en moins pour une personne décédée, donc pour lui, la mort remontait tout en début d'après-midi. Le légiste situe la mort entre 13 et 15 heures, plus probablement avant 14h30. Un créneau qui surprend tout de suite les policiers. Rita Staub leur a dit qu'elle était allée au Muy chez son amie vers 15 heures. Le temps de prendre un café, de discuter, le temps de revenir après au haras, en son domicile, on pouvait compter 1 heure d'absence là concernant. Donc pour le médecin légiste, elle était présente lorsque la personne était décédée. Rita Staub a-t-elle menti? Depuis le début, les policiers ressentent une gêne. Son attitude les trouble. Cette dernière était impassible et ne laissait transparaître aucun sentiment. Ce n'est pas une réaction normale chez une personne qui vient de subir un décès. C'est à ce moment-là donc que nous avons pris la décision de la placer en garde à vue. Elle et les 2 amis qui étaient présents au haras quand la police est arrivée. On ferme la maison, on pose les scellés sur la porte, direction le commissariat de Fréjus. Maître Llorente, vous êtes l'avocat de Rita Hugues Staub. Quel couple formait-elle avec la victime, son mari, Martin Staub? Un couple en instance de divorce, et le divorce se passait bien. C'était pas un divorce conflictuel? Absolument pas. Ce haras, il l'avait acheté, je crois, il y a 3 années. Il y avait un accord entre eux, c'est-à-dire que Rita Hugues restait à Fréjus, donc le haras est à Fréjus, pour entraîner les chevaux. Et Monsieur Staub venait courir à Cagnes-sur-Mer. En somme, c'était une sorte d'association post-couple. Entre eux, il y avait l'amour des chevaux. Entre eux, il y avait cet amour des courses de chevaux. L'amour des chevaux pour Rita Hugues, et Monsieur Staub était une personne extrêmement sportive, un très bon driver. Pourquoi Rita Staub est-elle placée en garde à vue tout de suite? Pourquoi elle est soupçonnée d'emblée? Ça, c'est l'intuition du policier qui se dit « je tiens un coupable ». Bon, alors pourquoi? C'est lui seul le sait. Ils discutent entre eux, bon, l'affaire est faite, c'est la femme, bon, allez, on y va. C'est ça qui est grave. Vous êtes moche, vous mentez, vous êtes pris dans une affaire comme ça, vous êtes même mal poli avec la police, vous êtes cuit, et vous pouvez être totalement innocent. C'est ça qui est grave. Et quels sont les amis qui sont en garde à vue avec elle? Alors, Madame Ador est une amie de Rita Hugues, une amie, enfin, elles se connaissent, elle est d'origine suisse. Et elle habite au Muy, c'est-à-dire à quelques 30 ou 40 km de Fréjus. Et l'autre personne? C'est l'amie de Rita Hugues. Rita Hugues est une femme qui a trouvé en somme l'amour avec un compagnon de plusieurs années de moins qu'elle. Et elle vit complètement heureuse avec ce compagnon-là. Et son mari, Martin Staub, est au courant de cette liaison? Les choses ne sont pas du tout cachées. On peut vivre des situations plus faciles, mais ça se passe bien. Rita Staub est entendue par les policiers dès son arrivée au commissariat. Elle ne s'attendait pas à cette garde à vue, elle qui était impassible jusque-là, fond en larmes. Au départ, elle était en état de choc. Bon, elle pleurait un petit peu. On a attendu un petit moment avant de l'entendre parce qu'il fallait qu'on l'entende en présence d'un interprète. Elle parle pas bien le français, mais elle le comprend. À la demande des policiers, Rita Staub raconte sa vie. La Suisse, où elle est née, à Végis, une petite ville balnéaire. Elle est fille unique et ses parents dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. Son origine sociale est très favorable. Elle est la fille d'un imprimeur,
Medici est un imprimeur qui a un certain nombre d'employés. Elle a une enfance tout à fait heureuse. Elle vit dans une petite ville qui est Végis, qui est très, très agréable. Elle n'a pas de problème existentiel. Martin Staub est son troisième mari. C'était un driver, sa spécialité le sulky sur neige. Le couple s'est rencontré à Saint-Moritz en 93 sur un champ de course. Ils avaient tous les deux 40 ans et tous les deux la même passion pour les chevaux et les courses. Un vrai coup de foudre. Lui, dans le monde du cheval, était réputé puisqu'il il faisait des courses, il drivait, c'était un entraîneur, il avait ses chevaux à lui. Martin Staub ne fait pas seulement du sulky. À Saint-Moritz, il a pratiqué toutes les disciplines sur neige, même les plus extravagantes quand il était plus jeune. Comme le ski Jering, un sport assez dangereux. Cette spécialité est réservée à de très bons skieurs doublés de bons cavaliers. Les drivers sont presque tous suisses et du pays. Malgré leur entraînement, leur connaissance des chevaux et de la montagne, les accidents sont fréquents. Ils arrivent la plupart du temps quand un cheval piétine le ski du driver qui le précède. Le driver, il est tombé au départ. Et ce cheval, il est venu avec nous vite. Il a fait un tour avec nous. À 30 ans, Martin Staub était déjà une gloire locale. 4 ans après s'être rencontrés, c'est encore sur un champ de course à Saint-Moritz que Rita et Martin ont choisi de célébrer leur mariage. Ensuite, il a acheté un haras à Ricken, dans l'ouest de la Suisse. Elle a abandonné son emploi de secrétaire pour se consacrer uniquement aux chevaux. Tous les deux vivaient séparément pendant la semaine, Rita à Ricken, Martin à Saint-Moritz, où se trouve son entreprise de chauffage et où habitent ses 3 enfants nés d'une précédente union. Elle vivait à l'ouest de la Suisse et son mari était installé à l'est de la Suisse. Ils se voyaient en fin de semaine. C'était donc des domiciles séparés, mais la loi suisse est différente de la loi française. Le mariage n'oblige pas à un habitat commun. Bientôt, les Staub ont fait courir leurs chevaux sur les hippodromes du monde entier. Et particulièrement ceux du sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, où ils ont décidé de prendre un pied-à-terre. Au départ, ils perdaient pas mal de courses. Jusqu'au jour où ils ont commencé un petit peu à gagner des courses. Et là, ils ont cherché à avoir un haras. Et quelqu'un de l'hippodrome les a renseignés comme quoi il y avait un haras à vendre à Fréjus, là, quartier Gonfort. C'est moi qui l'ai vendu le haras à M. Staub. Bon, il était venu chez moi, il était tombé amoureux de ce haras. Moi, j'étais vendeur à l'époque, donc je lui ai vendu. Et elle aussi, d'ailleurs, était amoureuse de ce ferme. Moi, j'avais commencé les travaux, mais lui, il a fini. Et puis, en plus, il était du métier. Et puis, il avait continué à restaurer. Il avait très, très bien restauré, d'ailleurs. Pour travailler les chevaux, il y avait donc des box très, très bien faits. Il y avait une très belle piste. La maison était un petit peu à côté. C'était très, très grand. C'était une très, très belle propriété. Rita Staub s'y installe et vit désormais à Fréjus. Ce haras, c'est son royaume, sa passion. Mais sur les champs de course, elle retournait dans l'ombre de Martin. Rita Staub, non, elle n'était pas réputée. Elle était réputée à travers son mari. Mais elle-même, non, personne ne la connaissait, je pense pas. C'était lui le propriétaire des chevaux. C'était lui que les gens qui le côtoyaient avaient affaire à lui, pas à elle. Martin revenait tous les week-ends voir courir ses chevaux. Mais petit à petit, les semaines lui ont paru longues en Suisse. Et il s'est rapproché d'une certaine Martina, une femme divorcée avec 4 enfants. Martina Sander, c'était la voisine de Ricken. Elle a été un peu femme de ménage, un peu voisine à qui on demande, après une absence prolongée, de mettre le chauffage pour venir dans la maison et que tout soit prêt. Et elle a donc eu cette relation avec Martin Staub assez rapidement. Il faut savoir qu'elle avait à cette époque-là 15 ans de moins que lui. Je crois qu'elle avait près de 35 ans et lui une cinquantaine d'années. Rita Staub a accusé le coup.
Mais elle a fini par l'encaisser. Le couple vivait déjà séparément et ce n'était plus l'amour qui les réunissait. On a l'impression que finalement, avec Rita Hughes, c'était quelque chose d'autre. C'était peut-être la passion du cheval commune, un certain sens des affaires, une certaine volonté de prospérer, de gagner. Rita s'est passionnée pour son haras. Et elle a refait sa vie avec quelqu'un de 15 ans de moins qu'elle. Elle a rencontré un homme avec qui elle a une relation depuis plusieurs mois et elle est heureuse avec cet homme. Chacun vivait sa vie, officiellement tout allait bien. Martina a même été invitée au haras et tout cela aurait pu continuer longtemps. Mais en 2002, Martin Staub a soudain demandé le divorce. Les biens devaient être partagés à la fin de l'année. Il est mort quelques semaines avant. Elle était en procédure de divorce, donc l'amour avait sans doute disparu, mais Rita Hughes dit que les relations étaient tout à fait cordiales. La mort de son mari n'a rien à voir avec leur séparation, explique-t-elle. Ce n'est pas dans leur vie sentimentale que les policiers doivent chercher. Ils lui sortent alors les conclusions du légiste, l'heure du meurtre en début d'après-midi, alors qu'elle était encore chez elle. Là, elle ne peut pas se l'expliquer. Elle a dit que le légiste se trompe. Et Rita Staub se ferme, elle ne veut plus parler. Les policiers lui accordent alors un temps de repos. Pendant que Rita Staub racontait sa vie aux policiers, ses amis étaient entendus dans les bureaux voisins. Son amant a expliqué qu'à l'heure du crime, il était à l'ANPE et qu'il avait fait changer les pneus de sa voiture. Les policiers vérifient, tout est vrai. L'audition de Danielle Ador-Kindler, elle, est plus intéressante. Danielle Ador-Kindler, c'est l'amie que les policiers ont trouvée au haras le jour du meurtre. Elle connaît les Staub depuis 20 ans. Cette Suissesse de 54 ans est la première femme au monde à avoir été driver de sulky. Elle a eu une carrière professionnelle en Suisse puisqu'elle a été jockey, elle a gagné des courses, elle a gagné sa vie avec ça, elle a été entraîneur également. Danielle Ador-Kindler a connu des revers de fortune. Elle reste entraîneur, mais les temps sont durs. Elle vit du RMI à l'époque, elle est dans un mobil-home sur un terrain et elle espère s'en sortir. Et pourquoi pas avec sa compatriote. Danielle s'est beaucoup rapproché d'elle depuis que Rita Staub vit seule à Fréjus. Les deux femmes sortent souvent ensemble et Rita a des projets. Elle avait déjà repéré quelques terrains pour faire construire une grande maison, une grande propriété pour faire des chambres d'hôtes. Et elle avait demandé donc, je crois, à Danielle de travailler avec elle. Elles avaient un projet commun. Danielle Ador confirme aussi l'alibi de Rita Staub. Son amie est bienvenue chez elle vers 15h pour récupérer sa tronçonneuse et elle est repartie très vite. Mais un peu après 15h30, Rita l'a rappelée. Elle venait de trouver son mari assassiné. Danielle Ador s'est précipitée au haras. Jusque-là, les policiers n'ont rien de neuf. Les deux femmes sont sur la même ligne. Mais quelque chose les tarabuste quand même. Dans la fouille de Danielle Ador, on trouve un chèque d'une valeur de 4 000 € qui avait été faite par Rita Staub à l'intention de Danielle Ador. Et lors de la perquisition au domicile de Danielle Ador, on trouve également un autre chèque de 4 500 € fait par Rita Staub à Danielle Ador. Les deux chèques sont datés de la veille et du jour du crime. Danielle Ador nous dit que c'était de l'argent que Rita lui avait donné pour qu'elle puisse s'acheter un mobil-home ou une caravane. Un cadeau de 8 500 €. Une largesse plutôt rare. Les policiers veulent donc réentendre Rita Staub, lui demander de s'expliquer au sujet de ces deux chèques. Et ils ne vont pas être déçus. Sa deuxième audition est beaucoup plus instructive. Rita Staub est réinterrogée dans la soirée. Elle a retrouvé son calme et répond volontiers aux policiers.
Elle leur confirme qu'elle a fait 2 chèques à son ami parce qu'elle voulait s'acheter un mobil-home. Les policiers reviennent alors sur son emploi du temps à l'heure du crime. Elle répète qu'elle n'était pas là, et puis ses explications deviennent confuses. Elle s'embrouille, elle se tait, et soudain, je n'en peux plus, je veux vous faire des révélations. Rita Staub avoue alors qu'elle était bien là quand Martin a été tué. Elle se préparait dans la salle de bain quand elle a entendu des cris dans le salon. Mon mari criait « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle a vu toute la scène à travers la porte entrebâillée. Martin s'est fait attaquer par 2 hommes qu'elle ne connaît pas. J'entendais mon mari qui hurlait, mais je n'ai pas bougé de ma place car j'ai eu très peur. Quand le silence est revenu, Rita a quitté sa cachette sans vérifier si son mari était mort. Elle a sauté dans sa voiture pour se précipiter chez son ami Daniel. Sur la route, une voiture l'a doublée et un homme l'a visée avec une arme en la menaçant de mort si elle parlait. Il lui a crié « Ferme ta gueule, autrement toi et tes amis sont morts ». Arrivée chez son ami, elle n'a rien dit. Aux policiers non plus. Elle était terrorisée. Cette deuxième version nous semblait beaucoup plus crédible, nous a conforté dans notre idée, à savoir que Mme Staub se trouvait être là, qu'elle avait assisté à la scène. Mais pour les policiers, ce n'est pas encore suffisant. Ils sont de plus en plus persuadés que Rita Staub en sait plus qu'elle ne le dit. Alors, ils maintiennent la pression. C'est l'intuition qu'elle peut craquer, qu'elle peut y venir, quoi. Au bout d'un moment, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer devant nous, quoi, des larmes qui sortaient de ses yeux, comme ça. Et je lui dis, maintenant, Madame Staub, il faut que vous disiez la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à nous parler des époux Fleury. Chantal et Claude Fleury, un couple de promoteurs immobiliers. Rita Staub les a rencontrés au mois de mai par l'intermédiaire de Daniel Ador. Elle voulait investir dans l'immobilier et les Fleury avaient une SCI qui s'appelait SCI des Clémentines. Ils construisaient un immeuble sur Bandol. Et Rita Staub voulait acheter un appartement. Le trio a fait affaire. Une promesse de vente a été signée. Tout le monde était content. Et ils ont sympathisé. Donc ils ont continué à se voir régulièrement. Rita Staub raconte que Claude Fleury voulait monter une société d'import-export en Suisse avec elle. En s'associant à Rita Staub, il espérait pouvoir effectuer des affaires en Suisse. Par l'intermédiaire, parce qu'en fait, pour faire des affaires en Suisse, il faut être suisse. Mariée sous le régime de la communauté des biens, Rita Staub voulait attendre d'avoir divorcé pour investir en Suisse. Mais la séparation n'avançait pas. Le couple n'arrivait pas à trouver un accord sur le partage du haras. Claude Fleury s'impatientait. Il a pressé de divorcer, mais bon, il trouvait que le divorce traînait. Selon Rita Staub, les Fleury lui ont dit qu'ils avaient la solution pour régler le problème. Ils lui ont proposé de menacer Martin Staub afin qu'il comprenne. Il n'était simplement question au départ que de le molester, de l'impressionner, de le menacer, afin qu'il puisse signer cette procédure de divorce rapidement, que tout ça soit définitif et fini. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le 30 septembre, raconte Rita Staub, 2 hommes de main sont arrivés au haras pour discuter avec Martin. Et la conversation a dégénéré. Paniquée, Rita Staub a eu peur qu'on la soupçonne. Elle s'est sauvée chez Daniel Ador pour se constituer un alibi, cette histoire de tronçonneuse. Les 2 femmes se sont mises d'accord pour mentir aux policiers. Réentendue, Daniel Ador doit s'expliquer. Elle craque à son tour, mais elle va encore plus loin que Rita. 2 jours avant le crime, explique-t-elle, son amie est venue la voir. Elle avait besoin de 4 000 € en liquide pour payer l'homme de main qui devait tuer son mari. Les policiers notent bien « tuer ». Daniel Ador
lui a avancé l'argent. En retour, Rita Staub lui a fait un chèque. Et tout cela, explique-t-elle, parce que Rita avait peur de perdre la ferme et tout le reste, avec le divorce. Maître Lorente, Daniel Ador-Kindler dit en garde à vue que Rita Hugues Staub, craignait de tout perdre avec le divorce. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est totalement absurde. Il y avait une convention de divorce signée qui était dans le dossier, qui disait que les signataires pouvaient à tout moment revenir tant qu'elle n'avait pas été déposée devant le tribunal. Donc tout perdre, ça ne veut rien dire, puisque rien n'avait été définitivement signé. Qui était propriétaire du haras? Il avait été acheté par les deux conjoints, les deux époux. Parce que Daniel Ador-Kindler dit que Rita Hugues voulait tuer son mari pour ne pas perdre le haras avec le divorce. Alors, Madame Ador, on vient lui faire des gardes à vue. Ton chien, tu ne le reverras plus, tu vas être condamné à 30 ans. Elle a été maltraitée, elle le dit dans une lettre. On lui a fait subir les pires vexations. C'est une femme fragile. Elle explique dans cette lettre, j'ai dû dire que Rita Hugues voulait tuer. En fait, c'était menacé. Elle le dit dans la lettre. Et quand on sait qu'il y a une erreur d'interprétation, que menacer, c'était une discussion ferme. Donc, il y a une erreur de traduction au départ. Parce que le suisse-allemand et l'allemand, il y a une énorme différence. C'est comme le néerlandais avec l'allemand. Ce sont des langues qui se ressemblent. Et donc quelle serait la traduction? Une discussion ferme. Rita Staub charge un certain Claude Fleury. C'est qui, ce Claude Fleury? C'est un promoteur immobilier qui se trouve à cette période-là en faillite. Ses dettes sont de 8 millions d'euros, son passif. L'instruction ne s'est pas du tout occupée de cela. C'est la défense qui a été chercher auprès du tribunal de commerce ces informations. C'est gravissime. Dans une affaire où on dit que le mobile est financier, ignorer des éléments pareils. Dominique, les policiers cherchent un mobile. Ils se sont penchés sur la convention de divorce qu'ont signée les deux époux. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle répartit les biens immobiliers du couple. Elle est signée en décembre 2002 par eux. Elle doit être contresignée par un juge suisse en décembre 2003. On rappelle qu'entre-temps, Martin Staub est mort le 30 septembre 2003. Donc il y a la maison de Ricken, le haras et la résidence hôtelière du Muy. La maison de Ricken, Rita Staub y est très attachée. Elle aime beaucoup cette maison. Il lui avait promis initialement qu'elle pourrait rester y vivre, qu'elle en aurait l'usufruit. Entre-temps, il a rencontré Martina Sander. Ils vivent tous les deux dans cette maison. Donc, exit Rita Staub. Elle ne peut plus aller vivre dans cette maison. Le haras, maintenant, mais il le garde pour lui, Martin Staub. Il donne en contrepartie une somme d'argent à son ex-femme, 125 000 euros. Alors, c'est pas la moitié du haras, ça? Non, c'est pas la moitié du haras, mais il lui donne aussi autre chose. Il lui donne le terrain du Muy qu'ils ont acheté, sur lequel il va lui faire construire, lui, une résidence hôtelière qui va s'appeler le Cheval d'Or, avec 6 appartements et une maison pour elle dans laquelle elle pourra vivre et elle vivra de la location de ses appartements. Et il lui donne, en attendant que tout ça soit construit, qu'elle puisse s'y installer, qu'elle puisse en vivre, 2000 francs suisses par mois jusqu'en décembre 2003. Elle va donc changer de vie. Elle va changer de vie, c'est-à-dire que c'est là qu'elle perd. Elle perd parce qu'elle n'aura plus son haras, elle ne pourra plus se lever le matin pour vivre la vie qu'elle aime vivre, c'est entraîner ses chevaux. Et là, elle va perdre beaucoup et elle ne pourra pas, avec ses 125 000 euros, se racheter un haras. Le 3 octobre 2003, 3 jours après le crime, les policiers arrêtent les Fleury chez eux à Carqueiranne. Ils les placent tous les deux en garde à vue au commissariat de Fréjus. C'est lui qui est entendu le premier. Pour lui, il n'avait rien à voir dans cet assassinat. Il avait été surpris de l'apprendre par la presse. Mais quand les policiers l'informent que Rita Staub le met en cause, son ton change. Claude Fleury admet qu'il est en affaire avec elle depuis le mois de mai. Elle doit lui acheter un appartement, mais le règlement se fait attendre. Il fait de mauvaises affaires. Il fait de mauvaises affaires, Fleury. Il est sur une pente dangereuse. Il faut absolument vendre cet appartement. Donc il entretient des relations, c'est vrai, assidues, disons, avec elle. Le couple Fleury déjeune 2 fois par semaine avec Rita Staub.
La Suissesse est en confiance avec cet homme de 70 ans. Il avait un caractère fort, prononcé, et une personnalité, ça ne laissait pas marcher dessus. Claude Fleury raconte que Rita Staub était prête à lui acheter l'appartement, mais que son mari faisait obstacle. Du fait que Rita Staub était mariée, la moitié des affaires allait revenir au mari. Et pour ça, il n'était pas question. Donc, pour lui, le mari, c'était un empêcheur de tourner en rond. Fin mai, Rita Staub a commencé à dresser au couple Fleury un portrait très noir de son mari. Rita Staub leur avait dit que Martin Staub était violent, qu'il avait égorgé 2 chevaux devant elle, en Normandie, et qu'il avait tenté de l'empoisonner également une fois. Pour eux, Rita Staub n'aimait plus du tout son mari, et avait même une haine contre lui. Elle a toujours dit que c'était un sale type, méchant, cruel. Claude Fleury-Lacroix, lui aussi, commence à détester ce Martin Staub. Et lorsqu'elle lui dit, finalement, pour que tout aille bien, il faut me débarrasser de lui, il faut l'éliminer, Fleury dit oui. Fleury dit oui. Alors, avec ce sentiment, je crois, de lui dire oui, pour que ses affaires puissent prospérer entre elle et lui, pour qu'il puisse avoir une signature, pour qu'il puisse y avoir quelque chose, pour que ses problèmes soient réglés. Et elle va lui demander s'il peut lui procurer quelqu'un pour l'éliminer. Et il va lui dire oui. Il va lui dire oui. Et il va trouver quelqu'un. Dans la pièce d'à côté, Madame Fleury confirme la version de son mari. Il s'agissait bien de tuer, pas de menacer. La question, mais est-ce qu'elle vous a demandé de lui procurer quelqu'un pour tuer son mari? Elle dit oui. Et elle emploie le terme. Rita Staub, Daniel Ador, Claude Fleury et sa femme, 4 personnes sont désormais mouillées dans cette affaire. Maître Thomas Borelli, vous êtes l'avocat de la famille de Martin Staub. Sa femme, Rita, dit qu'il faisait tout pour retarder le divorce. C'est vrai, ça? C'est faux. Lui, il était au contraire d'accord pour divorcer puisqu'il avait une compagne, Martina Sander. Pourquoi aurait-il eu intérêt à retarder le divorce? Jamais. Rita Staub a dit que son mari était violent avec elle. Ça, c'est faux. Totalement faux. Tous les témoignages qui ont pu venir dans le sens disent que Martin Staub était un type extrêmement gentil. Ce n'est pas un saint personne. On ne sait pas. Peut-être que par moment, vu le caractère qu'elle avait, par moment, il y avait des disputes dans le couple, sûrement. Mais il ne devait pas y en avoir beaucoup, puisqu'ils se sont mariés en 98 et ils se sont séparés en 2002. Donc, ils se voyaient peut-être 2 week-ends par mois. Donc, ce n'était pas quand même la promiscuité qui pouvait développer des dissensions dans le couple. Est-ce qu'il l'empêchait de faire des affaires en Suisse, notamment avec Claude Fleury? Alors, il ne l'empêchait pas, mais il est évident que le divorce n'étant pas fini, il y avait quand même des biens en commun. Elle disposait pas assez, je pense, de liquidité pour pouvoir faire une acquisition. Puis, il fallait quand même qu'il y ait l'aval du mari. Maître Lorente, quels étaient les liens d'affaires entre Rita Staub et Claude Fleury? Monsieur et Madame Staub ont acheté à ce promoteur un appartement pour 480 000 €. Le problème est que le mari a donné dans un premier temps des documents en mentionnant sur une demande qu'il avait de l'hypertension. Il fallait une demande de prêt, vous voulez dire? Une demande de prêt de 250 000 €. Les documents complémentaires médicaux, certifiant qu'il n'était pas cardiaque, n'ont jamais été joints. Donc, Monsieur Fleury en faisait une fixation. Ça veut dire qu'il ne pouvait donc pas débloquer cet emprunt? Il ne pouvait pas toucher la somme de 480 000 €. Imaginez, vous êtes en faillite, votre liquidation judiciaire sera prononcée dans les mois qui viennent. Si vous avez 480 000 €, c'est un ballon d'oxygène. Et la mort de M. Staub règle tout. Qu'est-ce que ça règle? M. Staub étant mort, les 480 000 €, il n'y aura plus de problème, puisque Mme Hugues a déjà signé, donc elle va payer.
Comme il l'avait promis, Claude Fleury a donc trouvé quelqu'un pour éliminer Martin Staub. Et en garde à vue, il balance un nom, Yves Leguet. Les policiers ont maintenant 5 suspects. Yves Leguet, c'est l'homme de confiance de Claude Fleury. Son homme à tout faire, il l'appelle aussi son infirmier. C'est un gars qui est une forte prestance physique, assez costaud, 1,90 m, qui pour lui était un ancien légionnaire. Enfin, il nous l'a décrit dans ce sens-là, assez méchant. Et donc, il a pris sous sa coupe, en tant qu'homme de main, pour le conduire dans ses déplacements, pour surveiller les chantiers. Cet individu, selon M. Fleury, était susceptible d'être armé. Il l'avait vu à plusieurs reprises avec un Colt 45 à la ceinture. Donc nous avons fait le nécessaire pour pouvoir l'interpeller en toute sécurité. Le 8 octobre, les policiers planquent devant chez lui. On ne voulait pas l'interpeller à son domicile pour éviter un fort chabrol. On a préféré attendre qu'il sorte et jouer sur l'effet de surprise. Monsieur Leguet Yves s'est quelque peu débattu, puis a cédé finalement, et nous avons pu l'interpeller sans encombrement. Et en perquisition, donc, on a trouvé 400 € d'argent liquide et des armes, un 22 Lorif, canon scié et la crosse sciée sous l'oreiller, ainsi que dans la table de nuit, un gomme-cogne avec des munitions. Et de 5. Yves Leguet rejoint ses 4 comparses au commissariat de Fréjus. Physiquement, c'est quelqu'un d'assez imposant. Il mesurait plus d'1,90 m, il devait faire dans les 100 kilos, bien proportionné. L'homme n'a pas de casier judiciaire et malgré les apparences, c'est un type fragile. Père de 3 enfants, son véritable emploi, Yves Leguet est perclus de dettes. Il était divorcé depuis 2-3 ans, il ne payait pas ses pensions alimentaires et il se savait recherché pour ça. Donc il était toujours sur la défensive, plus ou moins. Yves Leguet travaille sur les marchés et en septembre 2002, des amis le recommandent à Claude Fleury. Au départ, il nous a dit, il me payait 500 €, puis on est passé à 1000, jusqu'au jour où Fleury n'a plus d'argent pour me rémunérer. Il m'avait même acheté un véhicule, une Golf, qu'on avait retrouvé sur place. Il nous dit, vu qu'il ne me payait plus, ou quoi, j'ai cessé toute communication avec lui à partir du mois d'août 2003. Les policiers ont consulté ses fadettes téléphoniques. Ils savent que le 29 septembre, il a appelé le numéro de Rita Staub. Et le 30, son portable a borné à Fréjus. Troublant, non? Il nous dit qu'effectivement, par l'intermédiaire de Fleury, il avait connu donc Rita Staub, qu'il avait rencontrée plusieurs fois, mais pour lui, c'était une personne qu'il n'aimait pas trop et avec qui il n'avait jamais rien eu à faire vraiment, quoi. Et donc, lorsqu'on lui pose la question sur l'assassinat de Martin Staub, il dit qu'il y est pour rien. Il dit qu'il n'a rien à voir là-dedans, il se demande ce qu'il fait là, quoi. Pour lui, il ne comprend pas. Il est là parce que Claude Fleury l'accuse, lui lâche les policiers. Leguet est sous le choc, il se décompose, il veut arrêter l'audition, il demande une nuit de réflexion. Le lendemain, l'armoire à glace n'en mène plus large. Et Leguet passe tout de suite aux aveux. Oui, il a tué Martin Staub. Oui, c'était un contrat. Un contrat pour un bel avenir, si les projets immobiliers de Fleury voyaient le jour. Il lui laisse entrevoir qu'il est sur le point de devenir son bras droit et son associé. Fleury considérait Leguet non pas comme son fils, bien entendu, mais enfin, il y avait des rapports d'autorité, de sentiments aussi, de hiérarchie, qui fait que Leguet était effectivement subordonné de Fleury, qui avait un ascendant sur lui, ça c'est incontestable. Yves Leguet raconte que mi-juillet, Claude Fleury lui a dit de téléphoner à Rita et de fixer son prix.
Lors de leur première conversation, la Suissesse lui a demandé de voir ce que l'on pouvait faire avec son mari, le surveiller, le secouer un peu et éventuellement le supprimer. Cette dernière solution était privilégiée par Rita Staub. Le Guet, dans un premier temps, avait vraisemblablement l'intention de faire cracher l'argent à Madame Staub, lui faisant croire qu'il allait passer à l'acte. Mais il ne serait jamais passé à l'acte. Yves Le Guet a demandé 5 000 € à Rita Staub pour faire le sale boulot. Ils se sont donné rendez-vous dans une station-service sur l'autoroute. Elle lui a remis une enveloppe avec l'argent, 3 photos de son mari, son adresse et des indications sur ses habitudes à Saint-Moritz. Elle préférait que le coup se fasse en Suisse. Mais le temps a passé et rien ne s'est fait. Yves Le Guet n'était plus motivé et Claude Fleury a changé d'avis. Courant août, il lui a même dit de rendre l'argent à Rita Staub. Il voulait cesser toute collaboration avec elle. Il n'était plus question de tuer Martin Staub. Mais à la fin de l'été, Claude Fleury fait volte-face. Ses affaires vont très mal, il est pris à la gorge. Il veut renouer avec Rita Staub pour relancer leur projet en Suisse. Et l'élimination de Martin Staub revient à l'ordre du jour. Le 24 septembre, à la demande de Claude Fleury, Yves Le Guet part enfin remplir son contrat. Yves Le Guet est allé en Suisse à Saint-Moritz, a pris une chambre d'hôtel face à la résidence de Martin Staub. Il passe 2 jours à surveiller sa cible et finalement, il renonce. Il n'a rien pu faire parce que Martin Staub était toujours accompagné d'une personne. C'était trop risqué. Il n'avait jamais eu d'opportunité. Je pense surtout qu'il n'a pas eu la volonté de le faire. À son retour, Yves Le Guet rend compte de son échec à Claude Fleury, qui décide de réunir tout le monde pour discuter comme s'il s'agissait d'un projet de vacances. Le 27 septembre, il organise un déjeuner au restaurant du camping du Pin de la Lègue, derrière Fréjus. Il y a les Fleury, Yves Le Guet, Rita Staub. La Suissesse est furieuse. Parce que pour Rita Staub, ça allait pas assez vite. Elle pensait que Yves Le Guet l'avait prise pour une imbécile, lui avait pris de l'argent et que les choses n'avançaient pas. Donc, elle tenait absolument à ce que son mari soit éliminé. Mais voyant que ça n'avançait pas là, dans ce sens-là, elle s'était énervée. Traité d'escroc, Le Guet pique une colère. Il quitte la table. Pour lui, c'est terminé. Mais Fleury le rappelle très vite. Il y a de l'enjeu, beaucoup d'argent à gagner. Toute la responsabilité de l'avenir, pour lui et les autres, reposait sur le geste qu'il devait commettre. Yves Le Guet accepte donc de tuer Martin Staub, mais il double son prix. Donc, c'est à ce moment-là que Rita Staub a demandé à Daniel Ador de lui prêter ces fameux 4 000 €. Le 29 septembre, explique Le Guet, Rita Staub lui a remis l'argent sur l'autoroute. Elle avait trouvé un prétexte pour faire venir son mari de Suisse le lendemain. Il devait signer des papiers pour le divorce. Martin Staub devait être au haras en début d'après-midi. Le 30 septembre, en fin de matinée, Le Guet est donc allé sur place. Et là, quand il arrive, il voit Rita Staub qui était accompagnée d'un individu qu'il ne connaissait pas. D'après Le Guet, Rita Staub le connaissait, cet homme. Et il a vite compris que ce type était le chef, celui qui donnait les ordres. Ils avaient bu un café, il lui avait dit fumer des cigarettes, tes mégots, tu les jettes pas à cet endroit, tu les mets dans ta voiture, enfin voilà, pour éviter toute trace. Lui, c'était le second. Yves Le Guet charge l'autre à fond. C'est l'autre qui avait un manche de pioche. C'est l'autre
qui a porté les coups mortels. À l'entendre, Leguet n'a fait que l'aider à maîtriser Martin Staub. Après le crime, chacun serait reparti de son côté. Leguet jure encore qu'il ne connaît pas son nom à l'autre. Nous, on n'a pas cru du tout à la version de Leguet lorsqu'il dit qu'il ne connaissait pas la deuxième personne avec qui il a commis le crime. Parce qu'on n'imagine pas, nous, que quelqu'un puisse commettre un tel acte en compagnie d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est trop risqué. Les policiers reprennent alors les fadettes de Leguet. Un numéro revient souvent, un numéro qui a été enregistré par la borne de Fréjus le jour du crime. Le 7 novembre 2003, ils arrêtent un certain Pascal Meunier et le présentent à Rita Staub lors d'un tapissage. La Suissesse, décidément très coopérante, le reconnaît, c'est bien lui, le deuxième tueur. Mais c'est Leguet qui le lui avait présenté, sans lui dire son nom. Dominique, qui est ce Pascal Meunier ? C'est une surprise pour les policiers, Frédéric, parce que, vu la violence du crime de Martin Staub, les policiers s'attendent à trouver une brute épaisse, un voyou, et pas du tout. Ils tombent sur cet homme-là, qui a une quarantaine d'années, qui est perclus de dettes, qui est un peu à la dérive, qui a une compagne, qui est père de 2 enfants, et que tout le monde va décrire unanimement par ceux qui le connaissent comme un homme gentil, serviable, calme et très courageux. Il cumule les petits boulots pour arriver à boucler ses fins de mois. Il a été chauffeur-livreur, il a été mécanicien, il livre des journaux au moment où il va faire la connaissance d'Yves Leguet. Et Yves Leguet va lui proposer un autre boulot, un boulot de surveillant de chantier que Meunier va accepter. C'est un petit peu l'homme qui va le sauver, sa bouée de sauvetage. Qu'est-ce qu'il dit en garde à vue, Meunier ? Alors, en garde à vue, Meunier explique qu'au mois de septembre 2003, courant septembre, Yves Leguet lui a dit « Je vais sans doute avoir un boulot pour toi ». Que fin septembre, il a recontacté Pascal Meunier en lui disant « On se retrouve dans un restaurant à la Farlède, près de Toulon ». Et là, il lui explique le schéma. Il lui dit « Voilà, il va falloir qu'on aille régler un problème avec un mari dans une affaire de divorce qui se comporte mal avec sa femme. Donc on va juste le secouer un peu. C'est quand même un gaillard, donc ça peut être un peu violent, mais ça ne fait pas peur à Pascal Meunier parce que lui, il a fait du rugby, c'est un costaud aussi. Et Yves Leguet lui dit, tu vas gagner 5 000 €. Donc évidemment, Pascal Meunier accepte. Et quand est-ce qu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas de secouer, mais de tuer ? Au moment où il est dans la voiture, où ils vont sur place pour aller corriger ce mari violent. Donc c'est le 30 septembre, le mardi 30 septembre, vers 10h30, 11h. Leguet est passé dans une voiture de location chercher Pascal Meunier chez lui. Et là, Meunier racontera aux enquêteurs, j'ai réalisé qu'en fait, on n'allait pas là-bas pour secouer le mari, qu'on allait là-bas pour le tuer. Et pourquoi il est resté quand même ? Alors, dans sa déclaration, il dit « Parce que je m'étais engagé, que j'avais besoin d'argent et que je ne comprenais pas trop où j'en étais, j'étais perdu. » Et Meunier dira ensuite aux enquêteurs qu'il regrette ce qui s'est passé et qu'il a vomi pendant des jours tellement il se trouvait sali par ce qu'il avait fait. Donc la police a désormais, avec Meunier, Leguet, les 6 personnes impliquées dans cette affaire, de près ou de loin, pour assassinat, pour complicité d'assassinat, pour non-dénonciation de crime, 6 personnes qui vont être écrouées. La reconstitution a lieu 1 an plus tard au Haras avec Rita Staub, Yves Leguet et Pascal Meunier. Cette reconstitution a lieu en été. On est à Fréjus, une chaleur étouffante. La reconstitution va durer plusieurs heures dans des conditions difficiles. Rita Staub participe de mauvaise grâce. Elle nie toujours avoir voulu faire tuer son mari. Elle refuse quasiment de parler à Yves Leguet et à Pascal Meunier parce qu'elle veut faire croire qu'elle en veut terriblement à ces 2 hommes qui ont ôté la vie de son époux. Leguet et Meunier, eux, jouent le jeu à fond. Et ils donnent désormais la même version. Lors de leur arrivée, Rita Staub leur a suggéré une mise en scène. Au départ, Rita Staub voulait faire croire à un accident. Et donc, elle avait placé une échelle sur une partie de la façade. Une échelle qui était positionnée un peu en déséquilibre, avec une caisse à outils.
Elle voulait nous faire croire que, d'après Le Guay, Martin Staub devait réparer l'antenne et serait certainement tombé de l'échelle. Rita Staub a fait ensuite visiter la maison aux deux hommes. Elle leur a montré où ils pouvaient se cacher. Pendant ce temps, Martin Staub était sur la route. Il a appelé régulièrement sa compagne, Martina Sander, pour la rassurer, car Rita Staub lui faisait peur. Martina Sander, elle a beaucoup de questions et de pressentiments à partir du moment où Martin Staub va partir tout seul pour Fréjus. Il faut savoir que ça fait déjà quelques mois que la plupart du temps, quand il se rendait sur Fréjus, il s'y rendait accompagné. Mais cette fois, il y est allé seul. Rita lui avait demandé de venir rapidement pour faire avancer le divorce. Il devait se rendre chez le notaire à 15 h et cela inquiétait Martina Sander. Toutes les 2 heures, il s'arrêtait, il lui téléphonait, et jusqu'à l'arrivée au péage de Fréjus, où il lui a dit ben voilà, je suis au péage de Fréjus. Et puis ça a été la dernière fois qu'elle l'a entendu. Rita Staub appelle aussi son mari pour savoir où il est. Pascal Meunier, lui, est chargé de le guetter. Quand la voiture apparaît au bout du chemin, les deux hommes de main vont se cacher dans la salle de bain. Rita Staub va à l'encontre de son mari. Ils discutent en allemand. Un policier joue le rôle de Martin Staub. Puis, au bout d'un moment, elle revient à la salle de bain, elle rentre dans la salle de bain, elle lève un pouce en disant « il est seul ». Les deux hommes se précipitent dans le salon. Pascal Meunier a enfilé une cagoule, mais pas Yves Le Guay. Martin Staub a à peine le temps de les voir que les coups pleuvent déjà. Yves Le Guay donne un coup de manche de pioche sur la tête à Martin Staub. Mais Martin Staub se défend, c'est une lutte à mort qui s'engage entre les trois hommes. Meunier ceinture Martin Staub, les deux hommes roulent au sol, Martin Staub reprend le dessus, mais Le Guay continue de le frapper sur la tête. Monsieur Meunier va donner des coups à Monsieur Staub, il va le tenir pendant que Monsieur Le Guay lui donne des coups de manche de pioche sur le crâne ou sur l'ensemble du corps. Il va participer à la curée. On est en totale improvisation et il y a une lutte parce que la victime ne se laisse pas faire. La victime a un gabarit imposant également. Le Guay, 1,97 m, Meunier, ancien joueur de rugby, donc costaud aussi, et une victime costaud. Donc une scène de violence qui dure un bon moment. Là, il n'était plus question de molester M. Staub. Il était bien question de l'assassiner. Et ce nombre de coups, même cet acharnement qui a été donné dans cet assassinat, le démontre bien. Pour en finir, Meunier attrape une rallonge électrique. Martin Staub est déjà inconscient quand on l'étrangle. Il est même déjà mort, dira l'autopsie. C'est sous les coups de poing et de manche de pioche que la victime décède. Le Guay veut être sûr que c'est bien fini. Il va voir Rita Staub dans la salle de bain. Il a besoin d'un miroir. Elle prend un miroir de courtoisie, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et Le Guay place le miroir devant la bouche de Martin Staub pour voir s'il respire encore. Mais il était décédé. Plus possible de jouer l'accident. Le Guay a alors l'idée de simuler un cambriolage. Pascal Meunier, lui, vole une enveloppe dans la poche de Martin Staub. Elle contient 9 000 €, l'argent destiné au notaire. Les deux hommes se partagent le butin. Donc à partir de là, ils récupèrent le manche de pioche, ils mettent tout dans la voiture, le bonnet, les gants, et ils prennent la fuite. Rita Staub, elle, file chez son ami Daniel Ador. Les policiers sont effarés par l'amateurisme du crime, mais ils sont persuadés que la mort de Martin Staub était bien programmée. Ce n'est pas un dérapage. Ce meurtre a été qualifié d'assassinat parce qu'il est évident qu'il y a eu une préparation. Le Guay et Pascal Meunier sont bien les assassins de Martin Staub. Mais ce ne sont que de simples exécutants. Pour nous, les deux commanditaires sont Claude Fleury et Rita Staub.
pour le même motif, pour l'argent. Quant à la proposition de ce passage à l'acte, de cet assassinat, autant M. Fleury aurait pu, ça n'a jamais été démontré, il ne l'a jamais dit, aurait pu soumettre cette idée d'assassinat à Mme Staub. Mais Mme Staub, elle seule pouvait le décider. Elle seule pouvait dire « je suis d'accord, on passe à l'acte ». Finalement, au final, le commanditaire ne pouvait être que Mme Staub. Anne-Marie Vaillant-Solins, vous êtes expert psychologue et dans ce dossier, vous avez rencontré 6 personnes et aucune n'a un passé de délinquant et encore moins de tueur et de criminel. Alors comment expliquer qu'ils se retrouvent tous impliqués dans un assassinat ? Moi, ce que je relèverais comme point commun, qui me paraît quand même important pour cette histoire, c'est qu'ils partagent tous un moment de leur vie où ils ont connu des pertes importantes. Alors certains des pertes affectives, des décès, des divorces aussi qui ont été douloureux, et puis des pertes plus symboliques, sociales, des pertes à travers des échecs professionnels. Monsieur Fleury, par exemple, il est évident que c'est un monsieur qui a eu une ascension professionnelle assez conséquente, qui a eu un statut élevé et puis un standing, un mode de vie qui était tout à fait confortable. Et depuis quelques années, il avait subi déjà des problèmes de santé, il a eu une entreprise en faillite, il a perdu sa maison. Donc tout ça, effectivement, le fragilisait. Madame Hugues, elle, qui avait eu aussi une vie qui lui avait permis d'être relativement privilégiée, eh bien, elle a appris brutalement que son mari avait une relation extra-conjugale avec une personne beaucoup plus jeune qu'elle. Et Yves Leguet ? Alors Yves Leguet, lui, c'est un monsieur qui a eu un parcours toujours un peu difficile. Très rapidement des dettes, puis un divorce qu'il a mal supporté. Et au moment où il a rencontré M. Fleury, il était effectivement dans une situation d'extrême précarité, en tout cas de fragilité sur le plan narcissique. Et qu'est-ce qui les pousse alors à aller jusqu'au bout de ce projet criminel ? Il n'a pas du gain, enfin en tous les cas, le fait de ne pas perdre financièrement, matériellement, ou de reconquérir une place paraît le mobile le plus apparent. Et puis il y a aussi, je dirais, de façon plus latente, plus insidieuse, plus inconsciente d'ailleurs de la part de tous ces acteurs, eh bien, des alliances, des relations, des dépendances qui se créent, autant dans l'organisation du projet, entre tous ces différents acteurs, et qui, eux, ces alliances, ces relations, viennent un peu réparer quelque chose de ces fragilités. Ils étaient complémentaires les uns des autres, et que si chacun trouvait dans l'autre un manque à combler. Tout à fait. Comment expliquer que personne, aucun d'eux, n'ait dit « mais stop, stop, qu'est-ce qu'on fait ?» On retrouve dans tous ces liens une espèce d'alliance qui s'établit sur un modèle un peu familial, puisqu'on retrouve ces différences de génération, ces différences de sexe, de statut. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la famille reconstituée, virtuelle, qui fait qu'on reste effectivement dans cet engagement et on ne désavoue pas. L'enquête est terminée. 6 personnes sont donc renvoyées devant les assises. Rita Staub, Yves Leguet et Pascal Meunier devront répondre d'assassinat. Claude Fleury et Daniel Ador sont accusés, eux, de complicité et Madame Fleury de non-dénonciation de crime. Le procès s'ouvre à Draguignan le 22 janvier 2007. Un étrange attelage fait son entrée dans la salle d'assises. 4 personnes s'assoient dans le box des accusés. Claude Fleury, Yves Leguet, Pascal Meunier et Rita Staub. L'ambiance est extraordinaire dans ce box parce qu'on a cette femme au milieu de ces hommes. Rita Hux, assez rigide, mince, un peu grande, fine, qui a certainement été une belle femme, mais qui, là, ce jour-là, n'apparaît pas sympathique. Avec ce monsieur Fleury qui est âgé, qui a un âge avancé, et ces 2 types au casier vierge, les 2 assassins. Et Leguet qui mesure pratiquement 2 mètres, qui est une bête, sans que ce soit injurieux de ma part que de le dire. Vous avez son acolyte qu'il a recruté au dernier moment, qui est un petit bonhomme, de rien du tout.
Chantal Fleury et Danielle Ador, elles, comparaissent libres. La famille de Martin Staub est venue de Suisse assister au débat. Le témoignage de Rita Staub est très attendu, c'est l'accusée numéro 1, mais elle s'en défend aussitôt. Elle clame son innocence dès le départ, et jusqu'au bout d'ailleurs. Elle adopte une attitude qui va agacer terriblement la cour et les jurés dès le départ. En niant, elle va de temps en temps s'en prendre de manière assez virulente, hein, assez co-accusée à ceux qui ont commis le crime, en occultant toujours ce qu'on peut lui reprocher, les éléments à charge contre elle. Pour Rita Staub, le seul commanditaire de cette affaire, c'est Claude Fleury, point final. Mais Claude Fleury lui renvoie aussitôt la balle. Rita Hugues et Claude Fleury étaient, durant toute l'audience, à se renvoyer la responsabilité de ce qui avait pu se passer, comme deux personnes qui avaient souhaité garder un rôle à distance en tirant des ficelles et en essayant de faire admettre qu'ils n'avaient pas eu un rôle de commanditaire. Les témoignages accablants d'Yves Leguet et de Pascal Meunier n'y changent rien. Rita Staub se pose une fois pour toutes en victime. Quand les Meunier, monsieur et Leguet disaient mais nous, les sommes d'argent qui avaient été convenues, c'était pas des sommes pour blesser ou pour faire peur, c'était des sommes pour tuer. Et ça, c'est terrible d'entendre ça dans une cour d'assises. Et ça la démontait pas. Elle disait mais moi, c'est monsieur Fleury qui m'a dit que le mieux c'était de faire comme ça pour que nos petites affaires puissent se faire. Ces arguments tombent à l'eau et le comportement de Rita Staub ne suscite pas la sympathie. Elle, durant tout le procès, donne l'impression d'être un petit peu insensible. On a l'impression que la mort de son mari, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'elle soit sauvée. Et même quand elle disait « je suis innocente, moi j'ai pas voulu tout ça, etc. » et qu'elle l'affirmait, elle l'affirmait quand même avec une certaine froideur. Une froideur toute suisse-allemande, expliquent ses avocats. Comme elle montre assez peu ses émotions, peut-être qu'elle peut passer pour une femme froide. Ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Moi, quand je la vois derrière dans le box, je vois ses mains tremblantes. Je vois clairement que c'est une femme qui a peur et qui est détruite par cette affaire. Maître Llorente, votre cliente passe mal. Tout à fait. Elle se défend mal. Très bien, tout à fait. Alors que pour vous, les failles du dossier sont très importantes. Le dossier est ficelé pour la condamnation. À partir du moment où vous avez une enquête exclusivement à charge, on peut dire que le dossier est déjà hémiplégique. Vous avez la cote D305 du dossier qui est effrayante. C'est 2 lignes. Le juge d'instruction, le juge mandant nous demande de ne faire aucune enquête financière sur toutes les personnes du dossier, sauf Madame Hugues. Ce qui veut dire que, échapper à l'enquête financière, la faillite, Monsieur Fleury, tous les autres, Monsieur Leguet, on ne saura jamais si des paiements ont eu lieu, si c'est sur les comptes, on ne saura jamais. Ça aurait fait un deuxième dossier aussi volumineux que le premier. Et vous disposez de quoi dans votre manche? Vous avez tous les éléments qui laissent à penser qu'elle s'est fait gruger, rouler, c'est une cruche. Des escrocs, elle était dans les pattes d'escrocs, voilà ce que j'ai plaidé. En fait, on a répondu à la question, Rita Hugues est-elle coupable? Tout de suite, dès le premier jour, oui. On n'a pas répondu à la deuxième, et si elle n'est pas coupable, qu'est-ce qui s'est passé? Pensez-vous que Rita Staub puisse ne pas avoir été comprise par Claude Fleury et Leguet? Non. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Leguet dit, il ne dit que cette phrase-là, il n'arrête pas de la répéter. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Mon mari, il faudra l'intimider, le secouer ou éventuellement le supprimer ». Elle ne connaissait aucun de ces 3 mots-là en français. Imaginez que la thèse de Fleury, elle m'a dit qu'avec un coup derrière la tête, ça suffisait. Voilà. Le commanditaire du crime a cette idée-là, alors que c'est une greffière, c'est une femme. Vous verriez les dossiers qu'elle fait. Elle pense que les Français sont des nuls. Vous pensez que le crime est trop amateur pour cette femme organisée, c'est ça? Si cette femme avait voulu tuer son mari, elle aurait employé les moyens
qui étaient les siens, c'est-à-dire qu'elle aurait, de façon excessive, tout minuté, tout contrôlé. C'est une Suissesse qui a ça dans le sang. Soit on est un as de l'organisation criminelle, on va dire, on va tout organiser, on va donner toutes les informations, et on va partir. Mais si on reste, ça rime à quoi? On prend un risque incalculable. Citez-moi des affaires où le commanditaire est présent. Pourquoi être présent d'ailleurs? Elle n'a aucune participation. Elle est innocente. En fait, il y a 2 victimes, la justice qui s'est fait gruger et Rita Hugues. Claude Fleury a bien du mal lui aussi à passer à la barre. Son style, ses lunettes de soleil, son ton, tout déplaît. Claude Fleury ne passe pas bien et n'est pas bien passé aux assises. Il s'est mal exprimé, avec un certain énervement par moment, une certaine agressivité, des mots mal choisis. Est-ce qu'il les a choisis d'abord? Non, l'expression n'était pas heureuse non plus. L'expression n'était pas heureuse. Et il jouait le registre de l'homme qui était âgé, qui était malade, de la famille disloquée, enfin voilà, des circonstances très atténuantes. Contrairement à Staub et Fleury, le gay, lui, assume toute sa responsabilité. C'était vraiment pouvoir soulager sa conscience. Il était très marqué par ce qu'il avait fait. Il a toujours eu des regrets très sincères. Et l'audience, pour lui, était l'occasion de présenter ses excuses et d'assumer. Pascale Meunier aussi reconnaît ses actes et les regrette, tout comme Danielle Ador. Elle explique qu'à l'époque, elle était très fragile psychologiquement. Il y avait une dominante et une dominée. Jusqu'à quel point elle le savait, Staub, et elle s'en est servie, c'est difficile de le reconstituer. Mais incontestablement, oui, Staub dominait son ami qui était incapable de lui refuser quoi que ce soit, comme d'ailleurs je pense qu'elle était incapable de refuser quoi que ce soit à qui que ce soit. La femme de Claude Fleury admet qu'elle était au courant du projet de l'assassinat, mais qu'elle n'y croyait pas. Une des particularités également de ce procès, c'est qu'à la fin des 5 jours, vous avez la famille de la partie civile qui tombe quasiment dans les bras de familles d'accusés du crime qui est à la base le crime le plus grave, l'assassinat. Yves Leguet est condamné à 20 ans de prison, une peine conforme aux réquisitions. Pour Pascale Meunier et Danielle Ador, les jurés se montrent plus indulgents que l'avocat général. 12 ans pour lui contre les 16 demandés, 4 ans dont 2 avec sursis pour elle, au lieu des 5 requis. Elle ressort libre du tribunal. Libre comme Chantal Fleury qui écope d'1 an de prison avec sursis. Les jurés se montrent en revanche plus sévères avec les commanditaires. Claude Fleury est condamné à 20 ans quand l'avocat général n'en demandait que 15. J'ai vraiment vu un homme abattu, parce que d'abord il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à être condamné, donc je l'avais préparé à une condamnation, à des années de prison. Donc là il était prêt, mais il n'était pas prêt à entendre 20 ans. Il n'était pas prêt à entendre 20 ans. Rien dans sa vie ne devait le conduire à ce genre d'événement. Et sans contester la réalité du dossier ni ce qu'il a fait, ça a été un concours de circonstances et la rencontre avec certaines personnes qui l'ont conduit à déraper de cette manière curieuse et surtout inappropriée à sa personnalité. C'est enfin le tour de Rita Staub, 28 ans. L'accusation en avait réclamé 25. Quand vous avez en face de vous quelqu'un à qui on reproche un assassinat, qui se débat dans les justificatifs financiers et qui, pas un instant, pleure un petit peu, au moins sur celui qui est plus là en disant « mais voilà, j'ai commis quelque chose de terrible », comment voulez-vous que les jurés ils soient accessibles? Ils ont eu en face d'eux une femme qui était très loin d'eux et qui pouvait faire peur. Maître Doma Borelli, les enfants de Martin Staub sont-ils satisfaits par ce verdict?
Ils sont contents que la justice soit passée, bien sûr. Ils sont contents que la sanction ait été de 28 ans, mais ils sont moins contents d'apprendre qu'en France, à mi-peine, on peut sortir. C'est-à-dire que si on prend les 28 ans, au bout de 14 ans, si elle se tient bien en détention, au bout de 14 ans, elle peut sortir. Le fils de Martin Staub, je crois, s'est adressé à Le Gay. Il s'est levé et il a pris sa montre, sa Rolex, il l'a détachée comme ça. Il a dit, c'est avec ça, voilà le prix de la mort de mon père. Alors ça fait un effet d'audience. Et après, il s'est rendu compte que le Gay avait été manipulé. C'est une brute épaisse, mais au fond, je ne vais pas dire c'est pas un méchant garçon. Et puis il le regrette, et puis il le regrette. Il le regrette sincèrement. Il l'a dit, alors que les autres comparses et co-auteurs n'ont rien dit. Il n'y a jamais eu de regret. Le Gay l'a dit, et il était sincère, ça se voyait. Maître Llorente, votre cliente a pris 28 ans alors que 25 ans avaient été requis. Comment expliquez-vous une telle sévérité? À partir du moment où elle n'est pas coupable, effectivement, on peut dire que c'est terrible. 3 personnes qui vont arriver à la barre disant « Je confirme, elle voulait faire tuer son mari ». Que voulez-vous que les jurés pensent? Il n'y avait rien à faire pour la sauver. Enfin, en même temps, il l'accuse et il ne se dédouane pas pour autant. Ah ben bien sûr, puisque le fait de l'accuser, ça rend bien des services. On n'est pas le numéro 1. Le numéro 1, c'est Rita Hugues. Donc la forte peine, elle est pour le numéro 1. Rita Hugues et Claude Fleury font appel de ce premier procès. 7 mois plus tard, un nouveau procès se tient à Aix-en-Provence. Quel est le verdict? 20 ans. Donc elle a pris 8 ans de moins. Oui. J'ai hurlé. J'ai dit que c'était pas possible. J'ai démontré. Ça a fait 8 ans de moins, mais c'était pas assez. Peut-être que si nous avions été encore plus démonstratifs, on aurait pu obtenir l'acquittement. Peut-être. Pour vous, il existe toujours des doutes? Mais il n'existe aucun doute. Elle est innocente. Elle est innocente. Rita Staub et ses comparses n'effectueront pas la totalité de leur peine. Question d'âge, de santé et d'absence d'antécédents judiciaires.